Hélène Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur ou l'autrice, comme on dit maintenant, d'un récit poignant, prenant, terrible et émouvant qui s'appelle « Le silence et le bruit ». Le silence, c'est le silence de votre père qui ne parlait jamais de ces événements. Le bruit, c'est aussi votre mère qui, elle, vous en a parlé beaucoup. Mais le silence et le bruit, c'est aussi le bruit et la fureur de ces événements. Ces événements, c'est Algérie, 1962, l'été où une partie de votre famille a disparu. C'est un récit que vous publiez chez Stock et qui raconte, notamment parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres histoires dans l'histoire, mais notamment la disparition de vos grands-parents, d'une tante, d'un oncle, disparition jamais élucidée, les 28 et 29 juin 1962, sur la route d'Oran, à Oran. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période, ce trou noir de l'histoire entre les accords d'Évian, 19 mars 62, et l'indépendance officielle de l'Algérie, 5 juillet 62 ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est justement un peu tout l'objet un peu de ma recherche, en fait, quand j'ai découvert cette histoire assez tard. J'avais 40 ans, donc j'ignorais totalement que ma famille, que les parents de mon père et sa sœur et son beau-frère avaient disparu. Et donc, j'ai commencé à essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui avait bien pu se passer, parce que disparu, c'est un mot très flou, en fait. Donc j'ai d'abord j'ai d'abord pensé que c'était un fait divers, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bon ben voilà, ils sont partis un jour vers Oran et puis ils sont jamais revenus. Ok. Bon, un fait divers, et puis après j'ai un peu creusé, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre, et j'ai découvert que entre le 19 mars, en fait, le 19 mars, c'est donc les accords d'Évian, c'est-à-dire le cessez-le-feu. En fait, donc, l'armée française se replie dans ses casernes, n'intervient plus. Il y a une sorte d'état de non-loi, de non-droit qui s'abat sur l'Algérie. Voilà, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, du côté du FLN comme du côté de la France, on arrête les hostilités. Effectivement, bon, sauf que l'OAS n'est pas d'accord, en fait, et va tout faire pour redéclancher la guerre d'une certaine manière, de la provocation, la terreur, le terrorisme, des provocations. Donc voilà, à ce moment-là. Bon, si j'ai bien compris, l'État français vraiment reste sur ses positions, parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est finir cette guerre, et donc arrêter et arriver à l'indépendance le plus vite possible. Et donc, l'armée est dans les casernes, en fait, on leur interdit d'intervenir, ils ne protègent plus. Ils ne vont plus rechercher, si jamais il y a des exactions, etc. Ils ne vont pas essayer d'aller sauver les gens ou d'aller les récupérer quand ils ont été enlevés. Donc, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus. Et pendant donc ces 3 mois, en fait, il y a, je dirais que les citoyens français, en fait, sont un peu livrés. C'est une période de chaos, de non-droit. C'est la fin de la guerre d'Algérie. Il y a des armes qui circulent. Bref. Il y a du banditisme. Il y a du banditisme. Donc, il y a des gens qui disparaissent. En fait, 3018, selon la Croix-Rouge. C'est les chiffres officiels retenus par les autorités. Votre famille n'a jamais été retrouvée. Certains de ces disparus ont réapparu. Il y a eu de l'espoir dans votre famille de voir ressurgir pendant un temps les grands-parents, le beau-frère, la belle-sœur ? Bien sûr. Ils ont comme toutes les familles des disparus, ils ont espéré qu'ils étaient retenus dans des camps, ils ont même payé des rançons. En fait, parce qu'on leur a dit, mais si vous nous payez, on va les laisser partir. Alors ils ont payé, ils ont espéré. Ils sont jamais revenus. Il y a un bijoutier qui a été crapuleux, qui a été soupçonné. Vous le citez dans le livre. Il n'y a jamais eu d'enquête, de vraie enquête. Mais non, il n'y avait pas d'enquêteur. En fait, l'enquête a été confiée à la Croix-Rouge. Oui. Mais ils ont commencé à enquêter 1 an après les disparitions. 1 an après, c'était déjà très, très, très tard. Et la Croix-Rouge, ils n'ont pas les moyens policiers. Ils n'ont pas... c'était un pays dangereux. C'était donc... Bon, de l'aveu même du rapport de la Croix-Rouge, en fait, cette enquête leur a été confiée d'une certaine manière pour clore le dossier. Affaire classée. Voilà, pour qu'ils puissent dire, en fonction des circonstances, du lieu, etc., on peut affirmer maintenant que, même si on n'a pas de preuves, ils sont morts. Donc à partir de là, on peut régler les problèmes de succession,
peut régler les problèmes des orphelins, comme c'était le cas dans ma famille, c'est-à-dire, voilà, pour qu'ils puissent être adoptés, enfin voilà, et puis régler les successions, etc. Alors, l'histoire de votre famille est passionnante et elle illustre beaucoup ce qu'était cette identité des Français qui vivaient en Algérie. Vous dites à un moment donné que quand vous apprenez que les origines juives de votre père font que vous n'êtes pas vraiment pied noir, mais algérienne, vous vous sentez soulagée. Pourquoi? Bon, mais c'est vrai que moi j'ai été élevée en France, hein, je veux dire, je suis née en Algérie, mais voilà, j'ai été, je pense, imprégnée en fait d'un côté, de tout ce qui pouvait, le côté pied noir pouvait avoir de péjoratif. Je pense que je l'ai aussi pris sur moi, et c'est vrai aussi que je dois avouer que mes parents, eux, étaient comment dire, c'était des gens profondément humanistes, antiracistes. Ils nous ont vraiment élevés dans ces valeurs-là. Mais ils avaient des amis qui, eux, étaient... voilà, alors ils parlaient fort, ils pouvaient dire des choses... Enfin, voilà, ils avaient des propos par moments assez racistes, je dois le dire, et qui, moi, me choquaient profondément. Et tout ça, moi, vraiment, je le rejetais, quoi. Et je voulais pas être pied noir, en fait. Hein. Et vous ne l'êtes pas. Et quand j'ai appris, voilà, parce que j'étais juive, je n'étais pas pied noir, c'est vrai que j'ai été soulagée. Alors maintenant, j'ai un peu changé, quand même. Oui, bon. Tout à fait, bien sûr. Votre famille, c'est un mariage mixte. Votre père est juif, votre mère ne l'est pas. D'ailleurs, sur les photos, on le voit, il n'y a pas beaucoup d'invités à la mairie le jour du mariage. Pourquoi c'était si compliqué ? En fait, ils se sont mariés sans... Enfin, mon père, qui était une tête de mule, voilà, je crois qu'ils sont tombés amoureux. Et ils se sont mariés sans demander l'autorisation des parents, parce que mon père savait qu'on risquait de lui dire non, parce que ma mère n'était pas juive, tout simplement, et qu'à l'époque... Alors, non seulement elle n'était pas juive, mais elle n'était pas non plus de la même classe sociale que lui, hein, parce que la famille de mon père, c'était des gens qui étaient aisés, des commerçants, prospères, et dans la famille de ma mère, c'était des petits immigrés espagnols, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est un peu Roméo et Juliette. C'est ça, c'est Roméo et Juliette. Alors, vous avez toute une réflexion à un moment donné sur le décret Crémieux, qui a donc donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Vous dites qu'à ce moment-là, de coloniser, les Juifs passent dans le camp des colonisateurs et que ça va aussi briser les liens qu'ils pouvaient avoir avec les musulmans, avec les autres indigènes, pour reprendre le terme de l'État français. Oui, c'est vrai que les Juifs, en tout cas du côté de mon père, hein, sa famille, ils étaient là depuis, je sais pas quoi, Isabelle la catholique, en fait, oui. Des siècles et des siècles. Donc c'était vraiment des indigènes qui parlaient arabe, leur langue maternelle c'était l'arabe. Mon arrière-grand-mère s'appelait Aïcha, mon grand-père s'appelait Mimoun. Oui. Enfin voilà, c'était vraiment, ils étaient dans cette culture arabe en fait, complètement. Et ils changent de culture parce qu'il y a le décret Crémieux. Et donc il y a le décret Crémieux qui fait qu'ils deviennent français, ce qui crée une injustice en fait. Parce que, en tout cas, les Algériens, les Arabes, eux, restent des indigènes. Donc, en fait, je pense que ça a vraiment créé une cassure profonde. Ça déchire cette communauté qui, culturellement, est algérienne depuis la nuit des temps, oui. Et qui, politiquement, va se retrouver assimilée aux colons récents. Oui, c'est ça. On en parlait dans votre famille, c'est quelque chose qui travaillait les esprits ? Non, dans ma famille, on parlait pas. Donc, on ne parlait pas de ça. Non, en fait, moi, tout ça, c'est après coup que j'ai été un peu essayer d'y réfléchir et de rechercher. Mais mon père était totalement mutique. Donc, et comme je n'avais aucun lien avec le reste de sa famille, puisqu'il nous avait coupé de sa famille également. C'est à peine si je savais que j'étais juive, en fait. En fait, mon père était... Donc, tout ce qui concernait le passé n'existait pas, tout simplement. Donc, j'ai grandi dans ce déni-là. Et c'est seulement après sa mort, que j'ai été à la rencontre de la famille qui lui restait. Et du coup, de votre passé. Il y a un jour où votre père n'est pas mutique du tout. Vous le décrivez, page 152. C'est le 9 novembre 1970, le jour de la mort de De Gaulle. Vous le voyez en train de sabler le champagne. C'est dire si le ressentiment et la blessure étaient profonds. Oui.
Alors à l'époque, moi, ça m'avait profondément choquée. J'étais une petite fille, donc la preuve, c'est que je m'en souviens. Et en fait, je n'ai pas compris comment on pouvait se réjouir de la mort de quelqu'un. Toute la France était en deuil ces jours-là. Voilà, et bon, alors moi j'étais enfant, je savais pas. Et c'est vrai que ce souvenir m'est resté, et que quand j'en ai reparlé beaucoup plus tard à ma mère, voilà, elle m'a expliqué que, en fait, que le ressentiment était beaucoup plus fort par rapport à De Gaulle que par rapport à ceux qui avaient pu faire ces exactions, en fait. Le FLN. Même, voilà, le FLN. C'est De Gaulle qui avait voilà. C'est De Gaulle, en fait, en ne protégeant pas les citoyens français, en les abandonnant complètement, qui rassemblait tout le ressentiment. Ma mère, elle m'a dit, et cette phrase m'a frappée, elle m'a dit un jour, mais si on a la vie sauve, c'est aux Arabes qu'on le doit. Pas à la France. Parce que s'ils avaient voulu, ils nous auraient tués tous. Heureusement que tout le monde n'a pas l'âme d'un assassin, parce que sinon, on n'était pas protégés du tout. Et donc, ça, oui, c'est vrai qu'ils avaient un grand ressentiment contre De Gaulle. Quand vous voyez Emmanuel Macron décider que les archives vont être ouvertes des deux côtés de la Méditerranée, que les historiens vont pouvoir parler de tout, montrer tous les documents, vous vous dites, il y a un espoir que je sache la vérité ? Alors, les archives en France, oui. Alors, en Algérie, y en a-t-il ? Si, je suis sûre qu'il y a des tonnes d'archives en Algérie. On saura peut-être ce qui est arrivé. Oui, mais c'est pas Macron qui va décider de l'ouverture des archives en Algérie. Enfin, je suppose que s'il faut que les Algériens, eux, le décident. Et j'ai pas l'impression qu'on en soit là. La vérité, en fait. Comment expliquer ça ? Mais j'ai jamais cherché finalement à savoir qui avait... Vous n'êtes pas dans une démarche policière, d'enquête ? Non, je suis dans une démarche d'enquête, mais pas policière finalement. Ce que je voudrais, c'est juste comprendre la complexité de cette histoire et comment on en est arrivé là et les conséquences de tout ça. Mais... Face à cette complexité, il y a un membre de votre famille, un cousin de votre père, Gilbert, qui lui a une vision beaucoup plus nette. En 1830, il y a eu une invasion. En 1962, les envahisseurs ont été chassés. Il dit ce sont les horreurs de l'histoire. Ceux qui n'ont pas vécu en Algérie ne peuvent rien comprendre. C'est brutal, mais est-ce que ce n'est pas lucide ? Ah oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est effectivement la réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu une colonisation. Cette colonisation a été terrible. Il y a eu des victimes de l'armée, les victimes de la guerre. Et puis la roue a tourné. Voilà, et il fallait qu'on en arrive à cette indépendance. Et ça, c'est effectivement ce qui s'est passé. Est-ce que vous rêvez encore qu'on veut vous tuer ? Parce que c'est ce cauchemar qui vous hante souvent. Ça, c'était une période pendant que j'écrivais le livre. Non, ça y est, j'espère en tout cas. C'est un livre bouleversant, c'est un livre édifiant. C'est la petite histoire dans la grande, la tragédie intime dans la tragédie géopolitique, le silence et le bruit. Hélène Cohen, c'est chez Stock. Merci beaucoup d'être venue. Merci, Monsieur Barbier.